Il est 16h50, merci d'être avec nous. Trump veut-il mettre le monde à genoux? Il impose ses droits de douane à ses partenaires commerciaux. Il menace Poutine de sanctions s'il n'arrête pas sa guerre en Ukraine. Et il envoie son émissaire Witkoff à Gaza ce vendredi. Taxe, Russie, Israël, Trump impose-t-il sa loi? C'est le thème de notre grand dossier. Nous sommes en train de faire entrer des milliards de dollars dans le pays. Notre pays s'enrichit et est de nouveau respecté. Je le dis à chaque fois. Je leur dis, notamment il y a peu au Moyen-Orient par exemple, lorsque j'étais avec 3 gros pays, des leaders, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Tout le monde a dit la même chose. Tous les pays de l'OTAN disaient il y a un an que nous étions un pays fini. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus tendance. Regardez-vous, nous sommes les plus tendances du monde. Tout se passe bien. Alors ce message de Trump fait-il écho dans l'opinion? Est-ce que les Américains y croient? On retrouve Justine Jankowski, correspondante TF1 LCI à Washington. Déjà, il faut dire que certains grands groupes, grands industriels ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur prix aux consommateurs tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas absorber tout seuls la surtaxe. Donc on parle de produits du quotidien, du chocolat vendu en grande surface, du dentifrice, de la lessive. Et d'ailleurs, quand on va au supermarché, on voit déjà que le prix de certains produits augmente, comme sur les jouets ou le fromage. Donc forcément, quand on interroge les Américains, c'est peu dire qu'ils ne partagent pas l'optimisme de Donald Trump, même si certains de ses soutiens nous disent qu'il faut lui faire confiance, lui laisser le bénéfice du doute sur le long terme. Il y a un chiffre qui donne une vision un peu plus globale, c'est un sondage Reuters Ipsos qui est tombé il y a quelques jours, qui nous dit que la cote de popularité du président américain est en baisse, et notamment sur sa politique économique. Peu d'Américains pensent que sa politique économique leur est bénéfique pour le moment. Il y a un autre indicateur qui vient de tomber il y a quelques instants et qui ne va pas améliorer le moral des Américains. Ce sont les chiffres de l'emploi. Le taux de chômage est en hausse pour le mois de juillet. Et je salue Mathilde Guénégan, bonjour. Jean-Dominique Merchet, pardon. Et Benoît Perrin qui nous ont rejoints. Je vous en prie. Nous sommes le 1er août. Eh oui, un petit peu de fatigue. Benoît Perrin, d'abord, est-ce qu'il a raison, Trump, quand il dit grâce à moi, les États-Unis s'enrichissent, pour parler que des droits de douane qui sont fixés aux Européens, aux Asiatiques, à tous les pays du monde? Est-ce que ça rentre dans les caisses des États-Unis? Alors voilà, les droits de douane, ce qu'il faut expliquer, c'est que les droits de douane, ce sont des taxes que paient les entreprises lorsqu'elles souhaitent justement distribuer leurs produits dans un pays étranger. Donc très concrètement, ça veut dire que les entreprises françaises, habituellement, payaient entre 2 et 5% de droits de douane au gouvernement américain. Et là, on est passé, vous l'avez compris, donc d'une moyenne de 2 à 5 à 15%. Donc c'est quasiment x3. Et cet argent, effectivement, il rentre dans les caisses des Américains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump a été élu. Une de ses promesses de campagne, c'était de dire, voilà, je vais baisser les impôts. Et pour compenser cette baisse de recettes, je vais me servir justement de ces fameux droits de douane pour justement compenser cette baisse. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en fait à ce modèle. C'est-à-dire pas grand monde qui pensait qu'il allait mettre à exécution ces menaces. Et en fait, force est de constater que, en fait, quasiment tous les pays sont en train de céder devant, en fait, Donald Trump, qui a, faut bien le dire, quand même, un jeu de cartes qui est quand même très fourni, contrairement à nous et notamment les Européens, qui sommes un peu démunis face à cette démonstration de force. Et on voit bien qu'en fait, ça concerne presque une grande partie du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Trump l'a bien dit, il a regardé les choses froidement, il a dit, en gros, les consommateurs américains achètent des produits du monde entier et il faut que ça s'arrête, raison pour laquelle il a pris ce type de décision. Le deuxième élément de sa déclaration, c'est, en gros, il dit, je restaure la grandeur de l'Amérique. Aujourd'hui, on nous craint et on nous respecte. Est-ce que ça, c'est juste, Jean-Dominique Merchet ? Alors d'abord, c'est son programme, MAGA, ça veut dire ça, Make America Great Again. Voilà. Plutôt, oui, en fait. Ça marche plutôt, on dirait. C'est-à-dire que si on prend la guerre commerciale, alors est-ce qu'il a raison ou pas d'un point de vue économique? Est-ce qu'il vaut mieux le protectionnisme contre le libre-échange? Ça, c'est des débats très importants et très intéressants. Une chose est sûre, c'est qu'il a décidé de faire ça, de déclencher une guerre commerciale. Eh bien, il est plutôt en train de la gagner, cette guerre. Et ça, c'est un fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cette guerre.
Donc effectivement, on voit qu'il met en œuvre ce qu'il a promis de faire. Alors après, on pourra toujours débattre, est-ce que c'est bien pour le monde, est-ce que c'est bien pour les États-Unis, est-ce que c'est bien pour l'Europe? Ça, c'est des questions. Mais oui, il restaure une forme de leadership. Alors, il ne la restaure pas comme c'était précédemment. C'est-à-dire, pendant très longtemps, les Américains considéraient que leur leadership, ils devaient prendre en charge, d'une certaine manière, les affaires du monde. Côté un peu responsable, assureur de la paix mondiale, etc., etc. Ce qu'il prétendait, ce n'était pas toujours le cas. Mais là, il dit, non, moi je défends les intérêts des États-Unis, point à la ligne. Alors, et le reste du monde, il va falloir qu'ils s'y adaptent. Et qu'ils s'adaptent, effectivement. Alors, je me souviens de Viktor Orban qui, au lendemain de l'accord entre Trump et les Européens, disait finalement, Trump, il a croqué les Européens, il a mangé les Européens au petit déjeuner. C'est ça la méthode, sur la méthode, Benoît, de négociation. Il croque ses partenaires, il croque les gens avec qui il deal, en fait. Exactement, mais il l'a expliqué dans pas mal d'ouvrages. Les techniques qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est des techniques qu'il a utilisées et qui ont fait sa fortune dans l'immobilier. Sauf qu'effectivement, on n'est pas tellement habitué à ce type de méthode dans les rapports internationaux et notamment dans les rapports commerciaux. Et puis il a compris aussi, au moins pour la partie de l'Union européenne, qu'il y avait un certain nombre de faiblesses. C'est-à-dire qu'il avait compris que c'est une compétence exclusive de la Commission européenne. Et donc du coup, les pays membres n'ont pas forcément de prise sur la négociation. C'est donc Madame von der Leyen qui négocie directement avec Trump. Il a compris aussi qu'il y avait des désunions au sein des pays de l'Union européenne. En fait, il n'y a pas de stratégie européenne parce qu'il n'y a pas d'intérêt commun, tout simplement. Vous avez des pays qui exportent beaucoup vers les États-Unis et donc du coup qui ont intérêt justement à que ce deal se fasse et qui sont presque soulagés en fait que la taxe soit aux alentours de 15%, parce que Trump avait parlé de 50%, puis de 30%. Donc tous ces pays-là, je pense notamment à l'Allemagne bien sûr, on peut parler de l'Italie, on peut parler de l'Irlande, qui ont des vrais intérêts commerciaux et qui sont quasiment soulagés. Et puis vous avez d'autres pays comme la France, qui ont des balances commerciales à peu près équilibrées avec les États-Unis, qui auraient souhaité en quelque sorte effectivement que les négociations durent encore ou qu'on soit un peu plus dur, mais parce qu'ils avaient en quelque sorte moins d'intérêt, même si on voit bien qu'il va y avoir des conséquences très concrètes sur l'économie française. Alors vous dites, face à un Trump surpuissant, on a eu une Union européenne désunie. On va écouter à ce propos François Bayrou. Est-ce que nous avons été un peu seuls? Oui. Est-ce qu'on a le sentiment qu'à l'intérieur de l'Union européenne, des forces politiques et économiques étaient plutôt sur une ligne de trouver des accommodements? Oui. Est-ce que c'est la voie de l'avenir de l'Europe? Ceci est une autre question. Mathilde, l'Union a donc été désunie et puis la France, au sein de l'Union, s'est trouvée bien seule finalement. Oui, on voit que dans le bras de fer qui s'est joué avec Donald Trump, ça s'est joué en 3 temps et la pression a été de plus en plus forte et elle a été renforcée par la désunion de l'Union européenne. La première pression, c'est en mai quand il y a l'accord déjà avec le Royaume-Uni. On voit qu'Emmanuel Macron, quand on l'interroge sur cet accord, il se dit mais nous, si on aura 10%, on mettra aussi 10%. Une ligne de fermeté qu'il donne lors du dernier Conseil européen. Et là encore, déjà, à ce moment-là, sur cette ligne de fermeté, seul le Luxembourg et la Suède soutiennent vraiment cette démarche-là. On a vu dans la suite des négociations, ce que vient de conclure Bayrou, au final, c'est que la désunion de l'Union européenne a aussi servi les intérêts américains et au détriment de ceux de la France. Et on a vu dimanche, il y a aussi une image qu'il faut se souvenir aussi, on la voit à l'écran en ce moment, et c'est aussi ça, quand on dit qu'il y a un bras de fer, l'image elle est importante. Ursula von der Leyen, elle est allée conclure ce deal, cet accord avec Donald Trump dans son golfe privé en Écosse, et c'est aussi quelque chose qui a été reproché du côté du gouvernement français de se dire, sur la forme, il y a un problème, parce qu'on aurait dû le faire dans des cadres, dans des institutions qui sont à même de le faire. Et je vous soumets, parce que vous parliez, Monsieur Perrin, des chiffres, et justement c'est ça qu'on met en avant du côté américain. Je regardais ça tout à l'heure. Le Trésor américain, entre janvier et juin 2025, a enregistré de recettes en taxes douanières 87 milliards. C'est plus que sur l'ensemble de l'année 2024. Et je vous laisse une dernière phrase pour essayer de... Je vous laisserai après disserter dessus. C'est Pete Navarro qui l'a dit il y a quelques heures. C'est le conseiller commercial du président américain. Il se dit là, clairement, il était franchement très content de l'accord. Il se dit beaucoup
Beaucoup parlent de Donald Trump pour le prochain prix Nobel de la paix. Moi, je pense qu'avec la leçon d'économie mondiale qu'il est en train de donner, il mérite aussi le prix Nobel d'économie. Pour vous donner un petit peu l'état d'esprit des Américains. Alors, on va regarder les chiffres auxquels vous faisiez référence. Effectivement, donc sur les 6 premiers mois de 2025, les droits de douane ont rapporté 87 milliards de dollars, alors que l'année dernière, sur toute l'année, c'était 79 milliards. Qui paye ça au final, Benoît Perrin? Qui paye, c'est d'abord évidemment les entreprises qui souhaitent exporter sur place leurs produits, mais très concrètement... mais ce sont les entreprises américaines qui payent ces droits de douane. Non, ces droits de douane américains, c'est ce qu'ils ont encaissé. Donc c'est les entreprises étrangères qui ont payé ça à l'État américain pour pouvoir distribuer leur pays. En revanche, ce qui est la limite du raisonnement, c'est qu'en fait, c'est aussi le consommateur qui le paie. Ah oui. Parce qu'on sait très bien, quand on augmente les charges des entreprises, au final, c'est à peu près, dans 90% des cas, c'est le cas, c'est le consommateur qui voit sur l'étiquette, en fait, son prix augmenter. Donc vous avez 2 cas de figure. Vous avez des entreprises qui sont capables d'absorber, en fait, ces tarifs et qui se disent, en gros, je fais tellement de marge que je ne vais pas augmenter mes prix pour le consommateur final. Vous avez des entreprises qui sont assez compétitives et qui peuvent aussi absorber ce prix en disant de toute façon je suis plutôt compétitif, donc les Américains continueront d'acheter mes produits. C'est le cas des produits agricoles. Et puis, dernier cas de figure qui concerne en fait la grosse partie des entreprises françaises, en l'occurrence, vous avez quand même 17 000 qui commercent avec les États-Unis et qui en fait sont obligées, elles, d'augmenter leur prix parce qu'en fait, elles ne sont pas typiquement le fromage, parce qu'elles ne peuvent pas justement absorber cette hausse de prix. Donc, elles vont voir probablement leur marché en quelque sorte se contracter. Et donc, il y a de grandes chances que malheureusement pour elles, leur chiffre d'affaires américain soit en chute libre. Jean-Dominique. Alors, il faut bien comprendre pourquoi Donald Trump fait ça. Il le fait en partie pour avoir des recettes fiscales. Et manifestement, ça rentre dans le trésor américain, ce qui va lui permettre de baisser d'autres impôts. C'est une de ses promesses électorales. Mais il fait aussi ça pour réindustrialiser les États-Unis, qui était un pays comme la France, qui s'était massivement désindustrialisé au cours des dernières décennies. La preuve, c'est que les États-Unis sont un pays qui importe beaucoup plus de biens, notamment depuis l'Europe, qu'ils n'en exportent de biens. C'est pas vrai pour les services financiers ou le numérique, etc. Ouais. Et de biens, de ce qu'on produit dans les usines. Et donc, son plan est un plan de dire on va protéger notre économie, on va demander aux pays européens, asiatiques, arabes et autres d'investir massivement chez nous, ce qu'il obtient, en tout cas sous forme de promesses, pour réindustrialiser le pays. C'est pas une rupture totale par rapport à ce que faisait l'administration précédente, l'administration de Biden, qui avait eu un grand plan qu'on appelait l'IRA et qui était une forme de vaste plan d'investissement pour réindustrialiser le pays et qui attirait déjà de nombreuses entreprises européennes sur le continent américain, notamment parce que le prix de l'énergie est beaucoup plus bas qu'en Europe et ça attire des gens. Et que c'est un gros marché. C'est un marché de 300 millions d'habitants. Plus petit que l'Europe, mais un gros marché quand même. Et surtout un marché où il y a de l'argent. Et donc son but, c'est ça. C'est à la fois trouver de l'argent pour le budget et sur le plus long terme, réindustrialiser un pays. C'est une question qui interroge les Français aussi, parce que nous aussi, nous sommes un pays désindustrialisé. Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc, il aborde ça. Nous, on ne peut absolument pas aborder ça avec cette façon. Parce que pour faire ça, il faut être très puissant. Et nous ne le sommes pas. Ouais. Quel impact ça peut avoir sur les consommateurs, sur l'opinion américaine, ce changement d'air et cette stratégie de Trump? On va voir à moyen terme, c'est compliqué de répondre à votre question aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que le consommateur américain, en tout cas, va payer plus cher les produits qu'il avait l'habitude de payer par définition un peu moins cher. Mais du coup, est-ce que la stratégie de Trump peut lui revenir comme un boomerang dans la figure? Alors, on verra. En revanche, dans l'accord, vous savez, il y a 3 points. Il y a l'histoire des taux. Il y a l'histoire de l'investissement et il y a l'histoire des achats d'énergie. Sur l'histoire d'investissement, dans l'accord, il y a une espèce d'engagement moral quasiment de l'Union européenne à faire en sorte que les entreprises européennes, investissent 600 milliards d'euros sur le marché américain. Donc là, ça rentre exactement dans ce que vous décriviez, c'est-à-dire une stratégie de relocalisation de la production. Et on voit bien d'ailleurs, notamment dans l'industrie du luxe, qu'il y a pas mal d'entreprises d'usines qui se sont créées aux États-Unis. Et je pense que le mouvement va continuer, justement pour contourner cette histoire de taxes. Et la difficulté que va avoir certainement des entreprises, ça va être de dire, si je ne peux pas délocaliser ma production, eh bien, il faut que je sois quasiment condamné
à avoir des augmentations de tarifs. Et je pense notamment à tout ce qui est appellation comme champagne ou comme le vin, que vous ne pouvez pas produire à l'étranger. Par définition, si vous n'avez plus cette appellation d'origine contrôlée, et là, vous êtes condamné en fait à augmenter vos prix. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques chiffres ensemble. Les bourses mondiales qui aujourd'hui ont encaissé le choc. Alors, à la mi-journée, la bourse de Paris perdait 2,28%, Francfort 1,94, moins 2 à Milan. Et puis, à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, on l'a vécu en direct sur LCI, c'était grand sourire. À quel point l'Europe est déstabilisée par ce début de cette nouvelle ère, de ce nouvel ordre mondial, Jean-Dominique? Elle est déstabilisée. L'Europe, il faut bien comprendre, elle n'est pas conçue dans son code génétique, dans son ADN, comme une puissance. Elle est conçue comme un espace où on s'accorde en matière de droit, en matière d'économie, mais pas comme un endroit où on exerce la puissance collectivement. Ça, c'est l'Union européenne. C'est pas fait pour ça, l'Union européenne. Alors, ça n'a jamais été fait pour ça. Peut-être que ça pourrait le devenir, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En face, on a un pays qui a toujours exercé la puissance. Les États-Unis se sont jamais privés, dans toute leur histoire, de montrer qu'ils étaient forts et d'imposer leurs lois lorsqu'il s'agissait. Et là, on a en plus un président qui en fait son programme et son étendard. Donc là, c'est la puissance, à la puissance 2, je pourrais dire. On est au summum. Donc effectivement, les Européens, collectivement, se prennent ça en pleine face. Et donc, on est un peu comme les lapins dans les phares de la voiture, éblouis à regarder ça, et on ne sait pas comment réagir. La scène que vous décriviez tout à l'heure avec Ursula von der Leyen était tout à fait représentative. Elle se fait quasiment convoquer sur le golf privé du président américain pour dire, vous avez raison, il va falloir qu'on fasse plus d'efforts pour vous. C'est ça qui s'est passé. Et puis, on sent que ça râle un peu. François Bayrou dit oui, c'est pas bien, mais quand même, il faut. Le président Macron, lui, on ne l'entend pas. On l'entend sur plein de choses, mais là, on l'entend. Il a disparu, ce qui est rare quand même, sur un sujet très sérieux. Donc oui, bien sûr. Il y a un effet massif. Il y avait déjà eu cet effet massif au mois de juillet, début juillet, avec le sommet de l'OTAN, quand les Américains nous ont dit les gars, fini de rire, il va falloir payer maintenant. On a dit yes sir. Et là, c'est pareil. Voilà. Alors, on va écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'Europe doit muscler son jeu, et que si l'Europe avait été plus forte, si elle avait été crainte par Donald Trump et les négociateurs américains, alors nous aurions sans doute pu obtenir des résultats meilleurs. Et c'est pourquoi il nous faut nous renforcer dans tous les domaines. On a commencé à le faire sur le plan militaire, il faut le faire sur le plan économique, avec de l'investissement, avec de la simplification, avec une politique commerciale, je dirais, plus réaliste, plus pragmatique. Tout cela nous permettra, dans les temps qui viennent, d'éviter que de mauvais accords puissent nous être imposés. Alors, on a une petite idée de ce que pense Emmanuel Macron, Mathilde. Oui, il est effectivement très silencieux, il tweete sur plein d'autres choses, mais alors... Sur l'accord, il n'y a rien eu. Il a fallu attendre le Conseil des ministres mercredi pour que nos sources très bien discernées nous fassent habilement fuiter ce que le président pensait vraiment en fait de cette séquence. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il est en opposition et sur le fond et sur la forme. Pour vous donner l'une des citations qu'on a retenues, pour être libre, dit le président de la République à ses ministres mercredi, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Il reconnaît qu'à court terme, on a une certaine stabilité avec cet accord, mais qu'il faut accélérer sur l'agenda européen. On sait qu'Emmanuel Macron, il est resté en contact avec ses homologues européens ces derniers jours, ces dernières heures. Mais alors, qu'est-ce qui va en sortir maintenant? Il y a une réunion la semaine prochaine de nos ministres de Bercy qui vont aller à la Commission européenne pour continuer à affiner, avoir les secteurs d'exemption. Est-ce que là, on arrivera à en avoir un petit peu plus d'informations pour savoir concrètement quelles sont un petit peu les marges de manœuvre? Mais on voit que c'est quand même compliqué. Général. Écoutez, l'Europe puissance, c'est un concept totalement franco-centré. Moi, j'ai travaillé 40 ans, beaucoup d'ailleurs, pour tout ce qui est Union européenne, Europe de la défense, PSDC, etc. Il y a une période de ma vie, j'allais une fois tous les 15 jours à Bruxelles, et puis finalement, il n'y a pas de post-combustion. Il n'y a absolument rien.
c'est-à-dire que l'Europe que l'on souhaite, nous, c'est un petit peu, on dit toujours que la France souhaite un petit peu la résurrection au travers de l'Europe, mais cette Europe puissance, je ne connais pas beaucoup d'États membres au sein de l'Europe qui partagent cette vision. Il y en a beaucoup pour lesquels c'est un espace de libre-échange économique, il y en a pour lesquels ça leur a donné une certaine forme de prospérité, d'autres ça les met à l'abri du bloc de l'Est en même temps que l'OTAN, etc., etc. Mais en aucun cas, l'Europe aujourd'hui n'a les moyens de ses ambitions. Quand on dit qu'il aurait fallu être craint, ouais, mais justement, on ne l'est pas. Parce qu'il y a 27 États membres, et en face, il y a un homme qui décide. Et que ces 27 États membres, aujourd'hui, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ne font une puissance qui sont capables de faire pièce aux ambitions des carnivores de la planète. Donc on peut dire, j'aimerais que ça change, mais en fait, moi, je ne vois pas que ça change. C'est vraiment le symbole de notre faiblesse. Moi, je suis consterné que von der Leyen aille en Écosse, dans un pays qui n'est même pas dans l'Union européenne, dans la propriété privée de Donald Trump. C'était pas à nous à nous déplacer. Non, mais franchement, voilà. Et donc là, on a fait la genuflexion devant le grand roi, devant Cyrus le Grand, et on l'a porté la myrrhe et l'encens en faisant allégeance complètement. C'est un scandale. Voilà. Merci beaucoup, Général. C'est une bonne fin. Merci Mathilde, vous allez nous quitter. Bonne fin de journée à vous et vous restez bien sûr sur BFM TV. Alors vous savez, sur LCI, vous savez que Donald Trump a fixé un ultimatum à Vladimir Poutine. Il veut qu'il arrête sa guerre en fin de semaine prochaine. Eh bien, Poutine a répondu et ça semble lui glisser dessus. Et merci de nous rejoindre, c'est la suite de votre grand dossier, mais avant, le rappel des titres. Dans l'actualité de ce vendredi, il y a ces embrassades entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Lors d'une rencontre aujourd'hui, le maître du Kremlin a assuré vouloir une paix durable en Ukraine, mais il affirme aussi que les conditions de paix proposées par Moscou, notamment l'annexion de 5 régions ukrainiennes, restent inchangées. Alors que la situation est toujours critique à Gaza, ça y est, c'est fait. La France a largué 4 tonnes d'aide sur l'enclave palestinienne aujourd'hui, annonce d'Emmanuel Macron sur X, le chef de l'État qui, par ailleurs, a remercié tous les partenaires jordaniens, allemands pour leur engagement, les militaires également, avant d'ajouter que les largages sont insuffisants. Il faut qu'Israël ouvre un plein accès humanitaire, dit le chef de l'État. Au total, au moins 40 tonnes d'aide de la France sont attendues. Et puis, il s'était donné une date butoir. Au 1er août, Donald Trump a signé hier soir le décret qui impose de nouveaux droits de douane avec plusieurs dizaines de pays du monde entier, mais ils seront finalement appliqués le 7 août prochain. 15% pour l'Union européenne, 10% pour le Royaume-Uni, 50% pour le Brésil. Avant le 7 août prochain, les négociations vont se poursuivre. Et en attendant, les marchés ont accusé le coup ce matin, notamment du côté des Européens. Et à New York, tout à l'heure, le Dow Jones perdait un tout petit peu moins de 0,92 à l'ouverture. Allez, on va regarder ces images de Poutine qui est sorti du silence pour la première fois depuis que Trump lui a fixé un ultimatum, le fait d'arrêter la guerre en Ukraine avant le 8 août, avant vendredi prochain. Le maître du Kremlin a donc donné cette interview sur l'île de Valam. On va voir les images où il est aux côtés du président bélarusse, Alexandre Loukachenko. Ils sont allés dans une église, ils sont allés également sur un banc. Bon, visiblement, on n'aura pas les images. Jean-Dominique Merchet, ce qu'on peut dire en tout cas quand on entend ce que nous dit Donald Trump, c'est que l'ultimatum de Trump semble complètement lui glisser dessus. Il a sans doute pas, et c'est même certainement pas, c'est certain, il n'arrêtera pas sa guerre vendredi. Ah oui, il n'arrêtera pas sa guerre. Enfin, sauf surprise, sauf coup de théâtre même, pourrait-on dire. C'est d'ailleurs une situation curieuse parce que quand Donald Trump arrive, Donald Trump a vraiment l'envie, l'intention d'arrêter cette guerre et de céder beaucoup de choses à Vladimir Poutine. De lui céder presque l'essentiel, c'est-à-dire les territoires qu'il a conquis et une forme de neutralisation de l'Ukraine qui ne rentrera pas dans l'OTAN, etc. Bon. Et Vladimir Poutine n'a pas accepté le deal, il n'a pas accepté la main tendue de Donald Trump parce qu'il pense
qu'il peut gagner la guerre, gagner sa guerre par les moyens militaires, et donc, il n'est pas prêt à s'entendre avec Donald Trump. La seule chose qui pourrait changer, c'est si jamais, d'une manière ou d'une autre, il y avait un sommet entre les deux hommes, un vrai sommet, où ils discutent, ils se mettent d'accord, et là, peut-être que les choses pourraient bouger. Mais ça ne s'improvise pas, hein, un sommet comme ça. Ça se construit diplomatiquement, même si aujourd'hui, la diplomatie telle qu'on a pu la connaître ne fonctionne plus vraiment. On est quand même dans des histoires d'hommes avec des psychologies très fortes. Mais donc, et pour l'instant, vous avez parfaitement raison, Vladimir Poutine dit niet à toutes les propositions de paix et de cessez-le-feu que formulent les Américains. Alors il y a les mots de Poutine et puis il y a aussi les actes sur le terrain et notamment les bombardements russes qui se poursuivent. On va retrouver Guillaume Ptnak. Vous êtes à Kiev, Guillaume. Il y a eu cette attaque dans la nuit de mercredi à jeudi dont le bilan s'est alourdi encore aujourd'hui. Oui, effectivement, le bilan humain de cette nouvelle attaque russe n'a cessé de s'alourdir au cours de la journée écoulée. Il a atteint désormais 31 morts, dont 5 enfants. Le plus jeune est âgé de 2 ans. C'est l'attaque aérienne la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Elle a également fait 159 blessés, dont 16 enfants. L'attaque a touché des immeubles résidentiels, mais également des écoles, des établissements médicaux. La majorité des victimes ont été retrouvées dans les décombres d'un immeuble résidentiel, d'ailleurs, dans le quartier de Svetochitsky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois condamné les frappes, évidemment, et il a appelé la communauté internationale à renforcer les sanctions contre la Russie et à augmenter le soutien militaire à l'Ukraine, en fournissant notamment, tel que l'Allemagne s'est engagée récemment à le faire, à fournir plus de systèmes de défense antiaérienne. Guillaume Ptak à Kiev. On va écouter Donald Trump qui s'est exprimé sur ces attaques. Je pense que c'est écœurant. C'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre. Mais j'ai dit que si j'étais élu, j'essaierais d'arrêter ça. Je pense que ce que fait la Russie est très triste. Beaucoup de Russes meurent. Il y a beaucoup de Russes. Plus de Russes qui meurent. Mais les Russes meurent, les Ukrainiens meurent. Vous savez, les États-Unis ne sont pas vraiment impliqués dans cette guerre. Ils ne devraient pas l'être. D'ailleurs, j'ai passé un accord avec l'OTAN pour qu'ils nous paient pour tout ce que nous leur enverrons. Nous leur envoyons des munitions, des missiles, etc. Et nous ne payons rien pour cette guerre. Mais je peux vous dire ceci, elle devrait être arrêtée. C'est une honte. Rina Bassis, d'abord sur le contenu de cette déclaration. Est-ce qu'il est sincèrement touché, effectivement, par le sort des Ukrainiens, le président américain ? C'est difficile à dire. Soit il dit qu'il est très triste de ce qui s'est passé, mais on sait que sur le terrain, il s'est passé d'autres choses. Et d'ailleurs, on voit cette façon qu'on connaît déjà depuis des mois, cette façon de président Trump de sortir avec des déclarations qu'on considère peut-être pas trop réfléchies, pas trop préparées en avance. Parfois, ça marche. S'il fait des grandes déclarations extrêmement fortes et agressives, par exemple sur les tarifs et sur la taxation, ça marche. Mais parfois, s'il fait ce genre de déclarations où il dit on ne va pas payer, ce n'est pas notre guerre, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc là, forcément, l'adversaire en face, c'est le président Poutine. Il ne va pas les prendre au sérieux. Que faudrait-il pour que Poutine prenne au sérieux les déclarations de Trump ? Oui, alors là, la réponse est assez simple. Il faudrait une aide massive sur le plan militaire. Si vraiment on annonçait qu'on était capable de fournir en obus, en logistique, en missiles de longue portée, tout ce qu'il faut à l'Ukraine pour faire pièce, eh bien, ça ferait... Je ne dis pas d'ailleurs que les Ukrainiens seraient capables de percer le front adverse. Je dirais qu'on serait capable d'infliger des pertes telles qu'à un moment donné, Poutine au moins commencerait à réfléchir. Là, qu'est-ce qui se passe ? Trump dit, vous allez voir ce que vous allez voir dans 7 jours maintenant, et puis finalement, il nous parle de sanctions économiques, dont on ne sait pas trop bien ce qu'elles vont devenir. À aucun moment, il ne parle de sanctions militaires. Donc, de l'autre côté, Poutine rigole.
Et d'ailleurs, sa réponse, elle est nette. Hein. Tous les soirs, il y a 500 missiles qui partent, pas 500 drones ou 500 ou missiles qui partent sur Kiev. C'est quand même la réponse la plus humiliante pour Trump. C'est-à-dire que d'un côté, Trump essaye de faire des efforts pour calmer la situation, c'est quand même la vérité. Et de l'autre côté, l'autre, il répond en tuant des civils et en bombardant massivement les villes ukrainiennes tous les jours. Je crois qu'il n'y a rien à attendre, en fait, absolument rien. Alors, vous êtes tous les deux à vouloir réagir, Jean-Dominique. Oui, la question c'est comment on sort de ça. Ouais. Et c'est vraiment une question qui renvoie à la psychologie du président Trump. Est-ce qu'à un moment il dit bon, ça suffit, cette guerre, elle m'ennuie, je n'ai que des coups à prendre, je voulais la paix, ils n'en veulent pas, bon, je laisse tomber, je passe à autre chose. Et il laisse la situation en l'état. Et donc les Russes quand même plus ou moins en situation de force par rapport à l'Ukraine, ou est-ce qu'il se fâche en disant vraiment ça suffit, on me prend pour un idiot depuis des mois et j'ai décidé de réagir. En fait, et ça, en fait aujourd'hui on n'en sait rien, et je pense qu'il n'y a pas de réponse rationnelle à ça. On peut faire tous les plans sur la comète qu'on veut, au final ça se décidera dans la tête de Donald Trump selon qu'il dira bon je laisse tomber ou je me fâche. Et on en est là. Il y a une telle concentration du pouvoir, une telle incertitude de la décision qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des plans plus précis. Mais il y a un vrai problème, on ne va pas pouvoir rester des mois et des mois comme ça, où le président américain fait des offres de paix et l'autre en face lui dit non. Ina Bassiste. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Dominique Merchet a dit. À la fin, c'est une question de personnalité. Ça sent terrible hein, que les sorts de l'Ukraine, les sorts de l'Occident, peut-être les sorts du monde libre, et finalement dans la main d'une personne. Ça nous ramène presque à la période de la guerre froide, cette sensation comme si la personne qui a les doigts sur les boutons nucléaires, c'est la personne qui décide. On a vu ça aussi avec cet ultimatum qu'il pose, un ultimatum qui sort comme ça. Les 6 août, bon, ça aurait pu être les 5, ça aurait pu être les 7. J'ai décidé que ça sera les 6 août. Voilà, je pose cet ultimatum. On a vu dans le passé, il a posé plusieurs ultimatums. Parfois, il y avait des conséquences, parfois, il n'y avait pas. Ouais. C'est du Trump. Ah ben, c'est du Trump, oui, tout à fait. Mais le vrai problème avec Trump, c'est que personne n'est capable de lire dans sa tête et de savoir ce qu'il va faire le lendemain matin. Il y a des gens qui sont prévisibles, il y a des gens qui sont rationnels. Et Trump, je veux dire, Poutine est presque plus rationnel. Poutine, on sait que voilà, on peut lire qu'il ne va pas céder, etc. Trump, il se lèvera peut-être demain matin avec une autre idée. Il va peut-être céder dans 7 jours en disant finalement j'ai eu un coup de fil correct, Witkoff a été envoyé ou je ne sais pas qui, et donc finalement j'ai eu des assurances que ça allait bien se passer, je redonne 50 jours. On n'en sait strictement rien. Il peut se lever aussi un jour en disant puisque c'est comme ça, je tape le poing sur la table, je fournis de l'aide militaire. Bon, ça, moi je n'y crois pas. Hein. Mais véritablement, le problème c'est qu'on a rarement eu un dirigeant dans l'histoire du monde qui soit aussi imprévisible, aussi fantasque, lunatique que Donald Trump aujourd'hui. Il est absolument impossible de faire des prévisions à l'avance sur la réaction qui va être la sienne. Vous avez parlé de Witkoff, l'émissaire de Trump qui est à Gaza aujourd'hui, mais qui va se rendre à Moscou, Jean-Dominique Merchet. Il est attendu sur place. On a des informations sur son programme, qui il rencontre, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est sur place. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes par rapport à cet ultimatum qui arrive il y est déjà allé plusieurs fois. Il parle beaucoup aux Russes, plutôt de manière détendue, on dirait. Mais on a vraiment... je crois qu'il faut que les téléspectateurs comprennent bien que tout le monde... C'est pas parce que nous ne faisons pas notre travail, c'est que je pense que même les collaborateurs les plus proches de Donald Trump n'ont aucune idée de ce qui va sortir de ces affaires. Il n'y a pas un diplomate au monde qui est capable de dire aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. On est, comme le disait Gérald Richou tout à l'heure, dans l'incertitude la plus totale. Donc Witkoff va... En tout cas, une chose est sûre, c'est que les ponts ne sont pas rompus. Ils continuent à se parler. Ça sert à quoi ? Se parler, c'est mieux que se taper dessus en général, mais pour l'instant, on ne voit strictement
aucun signal enfin, aucun début de commencement d'une solution. Alors, le président ukrainien, en voix générale, dit « Nous constatons et nous soutenons les efforts du président Trump pour mettre fin à la guerre menée par la Russie », alors qu'on est en train d'expliquer que pour l'instant, c'est très faible ce que propose Trump finalement et que ça ne fera pas plier Poutine. Donc cette déclaration-là, elle a quel objet ? Elle a l'objet de se placer du côté de Trump. Ils ont eu suffisamment de difficultés avec Trump. On se rappelle de la séance de la Maison-Blanche qui reste quand même dans les annales de la diplomatie mondiale. Je veux dire, je crois que ça n'est jamais arrivé, une humiliation comme celle-là, avec des sanctions qui sont tombées dans la foulée. Là, il est en train d'expliquer, moi je suis le gentil, je veux bien négocier. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Donald Trump. Négocions, il faut négocier, c'est la solution raisonnable pour bien montrer que celui qui empêche tout ça, eh bien, c'est la partie adverse. Et donc, bien entendu, Volodymyr Zelensky a tout à fait intérêt à se mettre Donald Trump dans la poche, parce que ça peut ne pas durer aussi. Aujourd'hui, Zelensky est un type bien, on le rencontre à Saint-Pierre, etc. Le lendemain, c'est un sale type, il n'a pas été élu, c'est un dictateur, il faut qu'il dégage, etc. On n'en sait rien. Donc, c'est un exercice aussi d'allégeance, quelque part, assez habile, parce qu'il a besoin des États-Unis, ça c'est certain, et la tendance est un petit peu favorable aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps ça va durer, quelles vont être les implications, mais la tendance par rapport à ce qu'il a connu dans les mois suivants, il y a eu un retour de vent qui est assez intéressant. On va écouter Vladimir Poutine et notamment le regard qu'il porte sur les Ukrainiens dans les négociations. Écoutez. Dans l'ensemble, la réaction de la partie ukrainienne a été positive. Nous avons convenu que nous pourrions mener de telles négociations sans caméra et sans aucun bruit politique, de manière calme, en recherchant des compromis. Ils n'ont pas encore commencé à travailler. Ce travail n'a pas encore débuté. Mais dans l'ensemble, je le répète, la réaction initiale du côté ukrainien, telle qu'elle nous est apparue, a été positive. Jean-Dominique Merchet, comment vous décryptez ce message du maître du Kremlin ? Ah, ça vous laisse perplexe ? Oui, très perplexe en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les Ukrainiens sont prêts à négocier, mais que ça n'a pas commencé, c'est favorable, mais que rien n'a débuté. Non, je crois que... je pense que c'est plutôt un message à destination du peuple russe, des Russes, en disant, vous voyez, les Ukrainiens, au fond, sont nos frères. C'est toujours la théorie, c'est toujours l'idée que c'est le même pays, en fait, et que les ingérences étrangères, occidentales, américaines, c'est ça qui crée le problème. Mais je pense que c'est un vœu. Manifestement, Volodymyr Zelensky et la majorité des Ukrainiens ne sont pas du tout en train de vouloir céder quoi que ce soit à la Russie de Vladimir Poutine. Allez, on écoute Vladimir Poutine, cette fois sur l'avancée des forces russes sur le terrain. Nos forces progressent sur toute la ligne de front, dans la zone frontalière, dans la République de Donetsk, à Lugansk, dans les régions de Zaporijia et de Kherson. Partout, dans tous les endroits. Quelque part, elle est plus importante, quelque part moins, mais l'activité est positive. Bien sûr, grâce à la bravoure et à l'héroïsme de nos hommes. Général, cette déclaration-là, elle vous a fait sourire. Oui, elle me fait sourire parce que quelquefois on avance bien, puis quelquefois un peu moins. Il y a quand même un aveu quelque part que ça se passe pas forcément aussi bien qu'il l'aurait souhaité, oui. Véritablement. La vérité, c'est qu'il y a une progression qui est réelle. On peut pas dire qu'ils sont pas à la manœuvre, mais qu'il y a une progression qui est minime et qui est poussive par rapport aux moyens engagés, avec des pertes absolument colossales. Donc, ça n'est pas cette manœuvre-là. On est déjà au mois d'août, la grande offensive d'été, c'est plié là. Dans un mois et demi, il pleut. Et donc, c'est pas au mois d'août qu'ils vont commencer une grande manœuvre qui va pouvoir permettre de percer le front. Moi, je fais le pari qu'à la fin de l'année, eh bien, le front, à epsilon près, restera au même endroit et que, eh bien, ça serait 2025, un peu comme 2024, reste encore une année de transition dans cette guerre. Ça va continuer. Et que rien n'est résolu. Jean-Dominique. Les derniers chiffres qu'on a, c'est à peu près... les Russes ont à peu près pris 500 km² au mois de juillet. Pour que les gens se représentent ce que ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 6 mois pour prendre l'équivalent d'un département français.
C'est-à-dire, oui, c'est ça, à peu près. Et donc, ça progresse, mais ça progresse lentement. Et ça progresse au prix de pertes encore très, très, très élevées. Donc, oui, l'Ukraine n'est pas en bonne situation. Ils se défendent bien, mais c'est pas eux qui ont l'initiative de la guerre. Là. Lina ? Ouais, je suis d'accord. Ça explique aussi le fait que lui, il n'a aucun intérêt de courir vers des négociations. Il a besoin de temps, parce que ça lui prend du temps d'avancer. Mais maintenant, quand il attend, je pense, des déclarations du président Trump, quand le président dit « Mais nous et l'OTAN, c'est deux choses séparées, en fait. Nous, on n'est pas l'OTAN. Nous, on les aide, on leur donne des munitions. Eux, ils vont nous payer pour ça. » Il sait aussi très bien que si l'OTAN, avec les Américains, ne sont pas dans l'histoire vraiment, lui, ça va lui prendre beaucoup de temps. Petit à petit, il a la patience, il va avancer. Jean-Dominique Merchet, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Poutine s'est mis en scène avec le Bélarus dans ce lieu-là et qu'il a choisi aujourd'hui de sortir du silence, sachant que sa parole était attendue, bien sûr, parce que ça fait plusieurs jours qu'au niveau international, on attend ce qu'il va dire sur l'ultimatum de Trump. Écoutez, les images parlent. Il est décontracté. On n'est pas dans une déclaration très au Kremlin. Il n'a même pas. Regardez-le, il est en chemise d'été, dans un jardin avec des pop, avec son. C'est pas son ami, d'ailleurs. C'est son soumis, on pourrait dire, plus que son ami. Et puis, bon, voilà. Écoutez, on prend du terrain. Oui, on va pouvoir discuter. Il dédramatise la situation. Voilà. Face à des gens qui disent il y a un ultimatum, vous allez voir ce que vous allez voir. Il est là, en Biélorussie, il va prier avec son cierge, tout va bien. Il est dans son univers. Le message qu'il envoie, c'est pas d'affolement, je suis aux commandes, je gère, c'est l'été, je vais voir mes amis. Et même pas mal. La menace de sanctions économiques. Même pas mal. On verra le jour, d'abord, s'il y en a. C'est vrai qu'on a déjà 18 paquets de sanctions. Oui. Mais très curieusement, il fait presque des compliments aux Ukrainiens en leur disant ils ont bien reçu, etc. C'est très rare qu'ils disent. Pour la sérénité. Voilà. La sérénité. Oui, il n'est pas seulement chez ses amis, il est chez lui. Alors on va écouter Donald Trump, on le disait, il menace Trump de sanctions sévères, sanctions économiques, mais en même temps il n'a pas l'air de croire à l'effet de ces sanctions, on l'écoute. Oui, nous allons prendre des sanctions. Je ne sais pas si les sanctions le dérangent. Vous savez, ils connaissent les sanctions. Je connais mieux que quiconque les sanctions, les droits de douane et tout le reste. Je ne sais pas si cela a un effet, mais nous allons le faire. L'Europe est extrêmement contrariée. Mais il s'agit d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'étais président. Et c'est la guerre de Biden. C'était une guerre stupide. Nous n'aurions jamais dû nous engager dans cette guerre. Si vous venez de nous rejoindre, Vladimir Poutine est sorti du silence ce vendredi après l'ultimatum que Trump lui a fixé pour arrêter la guerre en Ukraine. Le maître du Kremlin a donné une interview. On est sur l'île de Valam, au nord de Saint-Pétersbourg. Il a rencontré le président bélarusse et on les a vus ensemble dans une église, assis là sur le banc. Première déclaration donc de Poutine qui dit souhaiter une paix durable en Ukraine. On l'écoute. Concernant les négociations, elles sont toujours demandées et toujours importantes, surtout s'il s'agit d'un désir de paix. En général, je vois les négociations entre la Russie et l'Ukraine d'un œil positif. Comment ne pas voir d'un bon œil le fait que des centaines de personnes soient rentrées chez elles? C'est positif. Pour des raisons humanitaires, comme vous le savez, nous avons remis des milliers de cadavres de soldats ukrainiens et reçu en retour plusieurs dizaines de nos hommes qui ont sacrifié leur vie pour leur patrie. Général, pourquoi il vous fait sourire Oui, parce que d'un côté, il y a des cadavres, et puis de l'autre côté, nous avons reçu nos hommes qui sont des héros. C'est ça qui me... Je veux dire, dans le narratif, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. J'ai des milliers de cadavres ukrainiens, et nous avons reçu nos hommes qui sont morts pour la patrie. Voilà, donc il marque véritablement la différence de nature entre des héros de la patrie et puis des gens qui sont qui ne sont plus là.
Et donc, c'est comme ça qu'il transforme la nation ukrainienne en cadavre. Donald Trump lui a donné jusqu'à vendredi pour arrêter la guerre en Ukraine. Vendredi, il se passe quoi, Jean-Dominique Merchet? Si je le savais, ce serait un formidable scoop. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut imaginer que la guerre s'arrête? Non, bien sûr. On ne sait pas. La guerre ne va pas s'arrêter. Voilà, ça, on peut être sûr de ça. Elle ne va pas s'arrêter maintenant. Vladimir Poutine n'a aucune envie et sans doute pas intérêt à le faire. Voilà. Donc ça va continuer. Alors après, est-ce qu'il y aura des sanctions américaines? Il faut écouter Donald Trump. Donald Trump dit « je vais prendre des sanctions ». C'est ces fameuses sanctions sur les gens qui achèteraient du pétrole ou des hydrocarbures, enfin du gaz naturel ou du pétrole, aux Russes. Ça peut faire mal. Mais des sanctions économiques, rappelez, il y a déjà eu 18 paquets de sanctions, donc il peut y en avoir un 19e, un gros. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, ces sanctions sont contournées, détournées. Alors ça coûte de l'argent de détourner les sanctions, ça ralentit l'économie, ça pose des problèmes à la Russie, mais ça ne l'empêche pas de faire la guerre. Ça, nous sommes dans la 4e année de la guerre, quand même. Enfin, de la grande guerre, c'est le cas débuté en 2022, et nous sommes dans la 11e année, la 12e année, pardon, de la guerre qui a débuté en 2014. Donc on voit bien que toutes ces sanctions, elles freinent, elles handicapent la Russie, mais elles ne l'empêchent pas de faire. Donc moi je pense que il y aura peut-être vendredi prochain des annonces de sanctions. Bon, ce sera le 19e paquet depuis une dizaine d'années. Je ne vois pas Vladimir Poutine céder et dire bon bah alors c'est bon, j'ai compris, ce que je fais c'est pas bien et on arrête tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait le faire céder, Jean-Dominique? Après, ce qui peut se passer pas. Qu'est-ce qui pourrait le faire céder? Ce qui pourrait le faire céder, c'est qu'il perde la guerre. C'est-à-dire que son armée soit battue. On n'en est pas passé loin à l'automne 2022. On n'en est pas passé loin. Ils se sont pris des claques en Ukraine. Ils ont été obligés de céder du terrain. Bon. Et puis, ils ont stabilisé les choses. Et depuis, on va dire, l'été 2023, c'est-à-dire depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, c'est-à-dire depuis 2 ans, la situation est, comme le décrivait le général, globalement stabilisée. Ce qui peut le faire, je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut le faire céder autrement qu'une défaite militaire sur le terrain. Parce que les offres politiques qui ont été formulées par Donald Trump étaient des offres qui étaient d'une générosité incroyable. S'il avait voulu arrêter la guerre, il avait l'opportunité de sortir la tête haute, en gardant les territoires conquis et en se remettant d'une certaine manière au même niveau que les Américains dans un dialogue stratégique d'égal à égal entre Moscou et Washington. Il a refusé ça. Honnêtement, moi je suis surpris de son refus. Certains me diront, tu étais naïf, évidemment, il n'allait jamais accepter la proposition de Trump, etc. etc. Bon, mais en tout cas, le fait est, c'est que depuis l'élection de Trump, il refuse toutes les propositions de sortie politique. Donc, quand il n'y a pas de solution politique, il n'y a que des solutions militaires. Et souvent, les solutions militaires, elles fonctionnent. Mais pour l'instant, la solution militaire, elle n'est pas en faveur de l'Ukraine. Donc, la guerre va continuer. Et pour l'instant, Trump n'a pas parlé de solution militaire. Il a évoqué juste ces sanctions. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Un nombre sans précédent de sanctions et de restrictions illégales ont été imposées à la Russie et à nos partenaires internationaux. Elles sont si nombreuses que les nouvelles menaces de restrictions sont pratiquement devenues monnaie courante. Cela ne signifie pas que nous les ignorons, nous y répondons bien sûr de différentes manières, nous en discutons.
Mais il est désormais clair que l'Occident est pris dans une boucle. Si les réalités du système économique mondial nous empêchent de les ignorer complètement, nous savons comment résister à ces sanctions. Voilà, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. D'ailleurs, pour vous, Général, quelle est la carte que pourrait jouer Trump pour que vraiment Poutine réfléchisse et cède ? En tous les cas, ce n'est pas celle des sanctions économiques, ça c'est certain. Donc moi je rejoins ce qu'a dit Jean-Dominique, c'est-à-dire que le père de la guerre, en tous les cas, rétablir un rapport de force suffisant pour le mettre suffisamment en déséquilibre sur le plan militaire pour qu'il comprenne qu'il a beaucoup à perdre. Et ça nécessite véritablement un armement massif de l'Ukraine, lui permettre d'avoir l'armement qui permettra Donc plus de soutien militaire à l'Ukraine. C'est beaucoup plus de soutien militaire. Alors, c'est-à-dire qu'il faut renverser, en fait. Aujourd'hui, ce sont quasiment les Russes qui ont la liberté d'action, c'est-à-dire qui imposent un peu leur tempo sur le terrain, etc. Il faudrait renverser ça, c'est-à-dire apporter une aide militaire telle qu'on place les Russes en déséquilibre, et en déséquilibre suffisant pour qu'ils craignent d'avoir à perdre beaucoup et qu'ils commencent à penser à une solution politique. Car je rappelle que la guerre, c'est toujours la poursuite de la politique par d'autres moyens. C'est peut-être un truisme de le rappeler, mais on ne fait pas la guerre pour la guerre pour tuer les gens. On fait la guerre pour obtenir un but politique tel que fixé par le pouvoir politique. Et donc, c'est ça qui est important. Et donc, on doit aujourd'hui rétablir un rapport de force suffisamment favorable. Mais est-ce que Trump serait prêt à faire ça ? Non, Trump ? Ouais. Moi, là, je ne le vois pas. Il n'a parlé que de sanctions économiques. Il veut faire payer par l'OTAN, ce qui veut absolument rien dire, de faire payer par l'OTAN l'armement, car l'OTAN n'a pas de budget pour faire payer l'armement. Ça sera payé par les Européens. Oui, ça sera payé par les Européens volontaires, c'est-à-dire par les membres de l'OTAN qui voudront bien acheter un peu d'armement américain pour le donner aux Ukrainiens. L'OTAN, en soi, n'a absolument aucun budget pour se payer de l'armement. L'OTAN n'a pas d'armement. Il a quelques équipements, il a des PC, il a quelques AWACS, etc. Et puis le reste, c'est fourni par les États membres. Donc ça veut absolument strictement rien dire. Il n'y a aucun signal de Donald Trump aujourd'hui qui incite à penser qu'il va aider militairement l'Ukraine. Plus que ça. Oui, mais le général a tout à fait raison parce qu'il a expliqué qu'il faudra une stratégie à long terme. Et on a bien vu dans la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, qu'est-ce qu'il aime, le président américain ? Il aime des actions spectaculaires, rapides, qui vont résoudre les problèmes presque d'un coup de baguette magique. Là, comme c'était bien expliqué, il n'y a pas un coup de baguette magique. Il faut avoir une stratégie long terme, il faut renverser la tendance. C'est des choses beaucoup plus compliquées. Il n'y a pas cet aspect immédiat que Trump aime tant, et comme il n'y a pas, ça ne l'intéresse pas. On le disait tout à l'heure, les bombardements russes en attendant se poursuivent. Cette attaque à Kiev dont le bilan s'est alourdi, 31 morts. Et puis on a eu ce chiffre général sur les drones. Au mois de juillet, la Russie a lancé plus de drones contre l'Ukraine que lors de n'importe quel mois depuis le début de cette guerre. Il y a eu une montée en puissance assez impressionnante quand on regarde par rapport à l'année dernière, plus de 1000%, 1300%. Voilà, c'est le résultat en fait de la mise sur une économie de guerre. On voit maintenant qu'ils fabriquent les Shahed par milliers sur leur territoire. Ils fabriquent plusieurs millions de drones par an. Et le drone, en quoi c'est un game changer, c'est que c'est pas cher. Un drone, c'est entre 30 et 50 000 euros. Ça permet à pas cher de bombarder massivement le territoire ukrainien, beaucoup moins cher qu'un missile qui peut coûter 1, 2, 3, peut-être plus millions d'euros, un missile balistique, alors qu'il emporte beaucoup plus effectivement d'explosifs. Mais là, pour pas cher, ils arrivent à faire des bombardements massifs. 2003, c'était 60-80 vecteurs par nuit. Maintenant, ils en sont à 500, 700. Ouais. Je crois que Vladimir Poutine a dit qu'il voulait aller jusqu'à 1000 par nuit. Vous imaginez la capacité de production que ça représente au quotidien pour pouvoir balancer entre 500 et 1000 vecteurs tous les jours sur l'Ukraine. Donc c'est absolument considérable, mais avec un effet stratégique qui est assez contestable. D'abord, il y a toujours le problème du crime de guerre quand on vise les populations civiles, qu'il faudra résoudre un jour, est-ce volontaire ou pas. Et puis, quels sont les résultats sur la volonté de combattre de l'Ukraine ? Ça, c'est très, très, très douteux. Donc, en fait, moi, je ne vois pas quel objectif est poursuivi
à partir du moment où on ne tire pas sur les industries de défense, d'énergie, etc. Sur la population. C'est ça, c'est justement la population, mais ça ne marche pas, ça, on le sait que ça ne marche jamais. Ce genre de choses-là, dans l'histoire, ça n'a jamais marché. Jean-Dominique, sur ces chiffres, cette montée en puissance du côté des c'est très impressionnant. Et on est à un moment important parce que, effectivement, les Russes sont en train de se donner la capacité de lancer des salves de 1000, sans doute avant la fin de l'année, avec l'objectif de salve de 2000 drones certaines nuits. Donc ça ne s'arrête pas. Alors aujourd'hui, le taux d'interception, c'est-à-dire le nombre de drones qui sont abattus par la défense ukrainienne, il est supérieur à 80%. C'est très élevé, mais il y en a quand même beaucoup qui passent. Mais quand vous allez avoir... Il faut imaginer ce que c'est. Vous avez tout d'un coup, en 1 heure, 1000 objets qui rentrent dans l'espace aérien du pays et vous devez les arrêter. Donc il faut envoyer d'autres drones, des missiles, des hélicoptères avec des canons, des avions, etc. etc. C'est beaucoup... Ça demande des moyens considérables. Alors les Russes ne pourront pas le faire tous les soirs, mais même s'ils le faisaient 1 fois par semaine, des salves de 1000, 2000 drones qui ne sont pas précis, qui sont facilement interceptables, parce que ce n'est pas des engins sophistiqués, qui n'ont pas des charges militaires, c'est-à-dire des tonnes d'explosifs, des kilos d'explosifs à bord, mais quand même, vous avez un effet de saturation qui va mobiliser. Donc effectivement, ça c'est nouveau, on n'avait pas vu ça, et ça pose une question sur l'hiver prochain, parce que les 3 hivers précédents, les Russes ont essayé de mettre à terre le système électrique ukrainien. Ils n'y sont jamais parvenus. Là, pour la première fois, avec ces capacités-là, est-ce qu'ils ne seront pas capables de le faire l'hiver prochain? Je ne dis pas qu'ils pourront le faire. Je dis qu'ils ont aujourd'hui... Il y a un changement quand même de donne, de capacité militaire. On n'a jamais vu ça. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu de tels tirs. C'est 10 fois supérieur à ce que les Iraniens faisaient contre Israël il y a quelques semaines. Donc on est en train de changer de dimension. Avec des drones, pas avec des missiles. Honnêtement, j'y crois pas, moi. Je veux dire, alors oui, c'est une interrogation, mais éteindre la lumière, même en 1944, avec des bombardements de 1000 bombardiers sur Berlin, Dresde, Hambourg, ou bien... jamais on a éteint la lumière chez les Allemands, absolument jamais. Mais ça veut dire que ça va être dur pour la population. Ça va coûter beaucoup plus cher pour se défendre. Maintenant, peut-être qu'ils auront eu le temps de durcir, etc., un peu les installations. Ça a été très bon. Et avoir des moyens alternatifs. Allez, on va passer maintenant à la situation à Gaza. L'émissaire de Trump, on l'évoquait tout à l'heure, Witkoff, est aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il a visité un centre de distribution d'aide. D'abord sur le timing, Jean-Dominique Marché. Pourquoi maintenant? Cette visite, est-ce qu'elle était prévue de longue date ou est-ce qu'elle était organisée en urgence? Eh bien là, vous me posez une colle. Je ne sais pas si cette visite était prévue ou pas. Est-ce qu'elle est liée au contexte international? Je me retourne là vers la spécialiste qui peut-être elle le sait, parce que là, franchement, vous me posez une colle. Je n'en sais rien. Donc je ne vais pas faire semblant de le savoir. Voilà. C'est juste mon estimation, parce que on a bien vu qu'il y avait déjà une rencontre entre les Israéliens et les représentants américains, y compris M. Witkoff, à Washington, il y a quelques jours. Et il y a les négociateurs en chef, Ron Dermer, qui est le ministre des Affaires stratégiques, un confident de M. Netanyahu, qui s'est rendu à Washington pour avoir ce genre de rencontres. Donc le fait est qu'il arrive maintenant, moi je crois que ce n'était pas prévu, que c'est le fait de la famine à Gaza, et aussi le fait est que ça fait maintenant 2-3 semaines que les négociations avec Hamas sont complètement bloquées, et faute aux nouvelles exigences que cette organisation a mis dernièrement sur la table. On va regarder ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche. La porte-parole de la Maison-Blanche qui dit que Witkoff se déplace dans la bande de Gaza dans le but, je cite, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise humanitaire dans le territoire palestinien. Bon, là aussi, Jean-Dominique... Alors oui.
Pardon, je croyais qu'on écoutait la... Non, on va pas l'écouter. Excusez-moi. Oui, effectivement. Alors là, effectivement, Washington, enfin les États-Unis comprennent bien que la situation humanitaire à Gaza se dégrade à toute allure et que ça ne peut pas continuer comme ça sans au moins faire semblant de faire quelque chose. Voilà, on va dire ça. Alors, voilà. Je ne dirais pas que ça va déboucher sur quelque chose de concret, mais il faut dire, la famine généralisée est en train d'arriver à Gaza. On le sait, c'est une question de semaines. Il y a déjà une famine, mais la famine généralisée où tout le monde est en situation de famine. Donc, il faut faire quelque chose. On envoie quelqu'un. On dit qu'on va envoyer de l'aide. Nous, on a parachuté tout à l'heure. Des vivres, 10 tonnes, je crois, 4 tonnes de vivres. 4 tonnes. On envisage des images dans larguer 40 spectaculaires. Il faut faire quelque chose. En fait, on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, on fait ça. On balance de l'aide humanitaire depuis un avion. C'est bien, ça fait de belles images. Pour les gens qui ont l'aide humanitaire en dessous, c'est bien aussi. Et puis, on envoie, on fait des déclarations à la Maison-Blanche, on envoie un envoyé spécial, etc., etc. Bon. Alors Trump a parlé au journal Axios, on va regarder ce qu'il dit. Il dit: nous voulons aider les gens, nous voulons les aider à vivre, nous voulons les nourrir. C'est quelque chose qui aurait dû arriver depuis bien longtemps. Voilà pour cette première déclaration, Rina, de Donald Trump sur ses intentions. Oui, c'est assez curieux. Ça nous peut-être renvoie un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on sait très bien que l'aide américaine pour Israël au moment de cette guerre avec l'Iran était absolument cruciale. C'était quelque chose pour les Israéliens phénoménal. Donc il a un levier là. Il avait un levier pour justement mettre la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu, disant: regardez, c'est ce que je viens de faire pour vous. Maintenant, c'est à vous d'accélérer l'entrée de l'aide humanitaire. Pour l'instant, Israël, certes, c'est plus accéléré qu'avant. Il faut le dire. Il y a une ouverture des points de passage, il y a l'entrée des camions, il y a des camions dans la bande de Gaza qui commencent à être distribués, et il y a aussi Israël facilite tout ce parachutage, mais pour l'instant c'est pas assez. Donc quand il dit oui, c'est pas bien, il faut faire plus, c'est pas vraiment le président Trump qui tape sur la table disant maintenant ça suffit. Vous avez le sentiment aussi que effectivement c'est pas un Trump qui tape sur la table? Non, mais il y a quand même une critique de Netanyahou qui est sous-jacente en négatif. C'est-à-dire il admet clairement qu'il y a une crise alimentaire qui a été niée longtemps par le gouvernement israélien. Et deux, en contrepoint, il dit qu'il faut faire quelque chose, qu'il y a un véritable problème. Donc, c'est véritablement que le gouvernement Netanyahou soit a menti, soit n'a pas fait ce qu'il fallait pour nourrir la population, qui, je le rappelle, est une nécessité, une nécessité, qui était obligatoire au regard du droit humanitaire international. C'est à la puissance occupante, en droit, de nourrir la population occupée. Donc c'est à eux de le faire. Et donc là, moi je lis quand même qu'il n'est pas très content de la manière dont ça a été traité par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais rappelons quand même que la situation dans la guerre de Gaza, dans la bande de Gaza, elle est quand même due, effectivement, comme ça a été dit, à l'aide logistique américaine et donc à toute en matière de munitions, etc., qui a permis également de faire ces destructions. Donc d'un côté, les Américains ont aidé absolument sans retenue les Israéliens, et de l'autre côté maintenant ils disent mais vous avez quand même beaucoup de dégâts, et puis maintenant il y a une crise humanitaire. Et donc, ils sont quand même aussi responsables de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Il y a peut-être un début de culpabilité, mais ils sont aussi responsables de la situation actuelle dans la bande de Gaza. En termes d'affichage, il fallait aussi que les Américains fassent quelque chose. Oui. On a des pays qui larguent de l'aide humanitaire, d'autres qui sont prêts à reconnaître l'État de Palestine et qui disent il faut absolument, c'est la solution aussi face à cette crise humanitaire. Les Américains, il fallait un moment qui disent aussi quelque chose. Et oui, il fallait. Vous savez, quand on est des vieux observateurs des crises internationales, on a tous constaté que quand on ne sait plus quoi faire en politique internationale, on fait de l'humanitaire. Voilà.
On a tous vécu ça. Je vois que le général qui a vécu ça dans d'autres situations le constate. C'est pas faux. La politique humanitaire, c'est le degré zéro de la politique. C'est quand on n'a aucun moyen d'action, eh ben on dit on va faire des actions humanitaires. C'est exactement ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'humanitaire, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. L'humanitaire masque l'impuissance politique. Je suis absolument d'accord. C'est la culpabilité a posteriori de notre lâcheté hantée. Voilà. Bravo. Non, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder un message tous ensemble que vient de tweeter Donald Trump sur son réseau social. Alors, ça concerne la guerre en Ukraine. Je viens d'apprendre que près de 20 000 soldats russes sont morts ce mois-ci dans la guerre absurde avec l'Ukraine. La Russie a perdu 112 500 soldats depuis le début de l'année. Que de morts inutiles, dit-il. L'Ukraine, cependant, a également beaucoup souffert et il parle également des pertes ukrainiennes. Un mot général sur ce message du Eh bien écoutez, c'est un message étonnamment responsable quand on connaît Donald Trump qui est toujours dans l'outrance et dans la surenchère, je vais dire, rhétorique. Là, on a un message qui me paraît assez responsable. J'essaye de le lire en direct, mais assez responsable de la part d'un chef d'État qui veut mettre fin à un carnage. Maintenant, je dis, and so what? Comment? C'est pas tout de dénoncer une situation. Il faut maintenant qu'il nous explique comment il va mettre la fin à ce carnage. Et d'ailleurs, quand on regarde la dernière phrase, je suis juste ici. Bon, il rappelle, comme il le fait tout le temps, hein, c'est la guerre de Biden, c'est pas la mienne. Et je suis juste ici pour voir si je peux l'arrêter. Moi, je crois à sa sincérité. Je crois à sa sincérité. Je crois que Donald Trump est vraiment partisan d'arrêter les guerres. Ça, je le crois vraiment. On a du mal à se l'imaginer ici parce qu'on a une image totalement négative de Donald Trump, comme quoi c'est un fasciste, je ne sais quoi. En réalité, ce n'est pas un belliciste, c'est quelqu'un qui n'aime pas les guerres. Et donc, je pense qu'il est sincère en disant ça, mais comme vous l'avez justement pointé, la dernière phrase, c'est pas ma guerre, je fais ce que je peux, mais si je peux pas, ils se débrouilleront.